Mesdames, Messieurs, bonjour. Le décret D 2014-022 PRG-SGG du 21 janvier 2014 a fixé la période du 3e recensement général de la population et de l'habitation en Guinée. Ce recensement, qui aura lieu du 1er au 21 mars 2014 sur toute l'étendue du territoire national, mettra à la disposition des utilisateurs des informations pertinentes, fiables et actualisées sur l'effectif de la population résidente, sa répartition géographique, sa structure par sexe et par âge et sa composition selon les caractéristiques économiques et géographiques. Quels sont les véritables enjeux de ce 3e recensement général de la population et de l'habitation? Qu'en est-il du chronogramme et des résultats attendus? Pour répondre à ces questions et à d'autres, l'émission Gouvernance reçoit sur ce plateau M. Sékou Traoré, ministre du Plan de la République de Guinée. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À l'alinéa 3 du décret dont je parlais tout à l'heure, monsieur le ministre, on peut lire que les informations recueillies à l'issue du recensement général de la population contribueront à l'amélioration de la planification du développement, de l'aménagement du territoire, de la bonne gouvernance, de la gestion et de la décentralisation, ensuite de la sécurité. Qu'est-ce à dire, monsieur le ministre? Oui, M. Condé, ça signifie simplement que la population est au cœur du développement économique et social. Une population qui n'est pas instruite, qui n'est pas en bonne santé, qui a faim, est inapte à assurer son développement. Donc tout repose sur cette population pour bâtir des programmes qui permettent donc de renforcer l'éducation dans le pays, la santé et la lutte contre la faim. Il faut connaître exactement cette population-là, ses caractéristiques, sa composition comme vous l'avez dit. C'est à partir de ça qu'on peut bâtir des programmes ciblés sur l'éducation, la santé, la lutte contre la faim. Et c'est pour ça que les bailleurs de fonds, dans leur politique, considèrent que la lutte contre la pauvreté est un élément fondamental pour qu'un pays se sorte du sous-développement. Et toutes les stratégies actuelles dont on parle, les DCRP, sont bâties autour de ça. Les créneaux fondamentaux sont l'éducation, la santé, et les pistes rurales qui permettent donc aux populations d'accroître leurs revenus. Et ça fait que la population doit être vraiment soutenue dans toute sa dimension, ce qui permet d'avoir vraiment une main-d'œuvre, une population apte à se développer. Donc, pour avoir une bonne planification de développement, il est essentiel de connaître cette population, sa composition, sa structure, et on élabore des plans en fonction de ça. Parce qu'un plan de développement, c'est quoi? C'est l'ensemble des actions que le gouvernement envisage de faire pour une période donnée. Dans tous les secteurs, vous avez des actions de développement. C'est au bout de 5 à 6 plans quinquennal, le gouvernement indique ses orientations, les actions qu'elle entreprend pour que le développement du pays change sur le plan économique et social. Donc le plan, retenons que c'est l'ensemble de toutes les actions de développement que le pays met en œuvre pendant une période donnée. Un plan quinquennal, c'est un plan de 5 ans. Un plan septennal, c'est un plan de 7 ans. Un plan décennal, c'est un plan de 10 ans. Donc l'horizon temporel est extrêmement important en matière de planification. Donc la population est au cœur de ce processus. Monsieur le ministre, est-ce que le triangle plan, population, développement a son sens dans ce que vous venez de dire? Il a tout son sens. Oui. Parce que si l'effectif n'est pas connu, si on ne connaît pas les caractéristiques de cette population-là, on ne peut pas faire de bonnes projections et qu'est-ce qu'on peut bâtir pour elle. Ça a été les lacunes des 2 précédents recensements qu'on a fait. Le premier recensement général de la population en 83, le second en 96, était entaché de biais statistiques, d'erreurs statistiques. En 83, si vous vous souviendrez, il y avait ce qu'on appelait dans les grands centres les carnets de ravitaillement. Le chef de famille avait un carnet chaque mois. Il allait prendre la quantité de riz qu'il le fallait pour nourrir sa famille. Parce que c'était des prix subventionnés. Et donc dans les grands centres, les ménages avaient tendance à gonfler l'effectif de leur ménage, à accroître le nombre des enfants qui sont dans le ménage. Et à l'époque aussi, il y avait en zone rurale ce qu'on appelait les normes de production à la même année. Donc le paysan était astreint à donner une part de sa production à l'État
et souvent à des prix très réduits, très réduits par rapport au prix du marché. Donc ça fait qu'en zone rurale, les populations avaient tendance à sous-estimer l'effet que la population. Donc ce recensement n'a pas été vraiment un recensement exhaustif. Il y avait la peur de l'impôt de capitation aussi. Oui, il y avait ça également aussi, hein, mais moins. Okay. Plutôt que les normes de production et le ravitaillement. En 1996, c'était la rébellion, il y avait des guerres civiles autour de la Guinée. Donc on était envahi par un nombre important de réfugiés, donc qui a fait que la population résidente n'était pas vraiment celle qui était propre à la Guinée. On est jusqu'à dire qu'il y a entre 800 et 1 million de réfugiés. Et Guékédou, aujourd'hui, qui est une ville, était à l'époque de cette rébellion la première ville de paix en termes d'effectifs. Mais aujourd'hui, ça a fondu parce que la guerre est terminée, les gens sont repartis. Donc tous ces deux facteurs ont fait qu'on n'a pas pu avoir des chiffres vraiment fiables de la population guinéenne. Donc les projections actuelles sont basées sur des chiffres qui ne sont pas fiables et ce sont de très peu de dignes d'intérêt. Monsieur le ministre, il n'y a pas longtemps, il y avait un dénombrement des Guinéens à l'occasion des élections. Quelle est la différence entre ce recensement qui a duré presque 2 ou 3 ans pour les élections et ce troisième recensement général de la population et de l'habitation? Quelle est la différence? Il y a plusieurs types de recensement. Aujourd'hui, on parle de recensement millimétrique. On parle de recensement électoral. Donc, il y a plusieurs types de recensement. Le recensement général, sa caractéristique, c'est d'être instantané, d'être exhaustif et d'être simultané. Instantané, c'est-à-dire qu'il doit couvrir une période relativement courte. Généralement, les Nations Unies disent 15 jours. On a mis à 21 jours, tenant compte de certaines spécificités de la Guinée. Sinon, en principe, dans tous les pays, ce recensement général de la population, c'est un délai de 15 jours. Bon, nous avons 21 jours à cause de nos propres réalités. Deuxièmement, il est simultané parce qu'au même moment, il faut que l'ensemble du pays, le recensement commence à la même date et finisse à la même date. C'est ça, c'est un peu ça, la simultanéité. Mais pour ça, il faut que les agents soient bien formés et que la population soit sensibilisée au recensement pour qu'on ait la simultanéité. Et le troisième aspect, c'est l'exhaustivité. Elle couvre l'ensemble de tous les résidents en Guinée, étrangers comme nationaux. Et j'ai pris l'exemple du Chinois. Les Français, tous ceux qui du Nigérian, tous ceux qui sont étrangers qui vivent en Guinée seront recensés par cette opération-là. Alors que le recensement électoral ne touche que la population de 18 ans et plus. Alors que celui-ci couvre les enfants qui naissent aujourd'hui, ils peuvent être recensés. C'est l'entame de la sensibilisation des habitants de Matoto autour du troisième recensement général de la population et l'habitation. Une opération qui démarrera le 1er mars prochain sur toute l'étendue du territoire national. À la mairie de Matoto, autorités et élus locaux ont exhorté les citoyens de la localité à se faire recenser. Car, ont-ils expliqué, ce recensement demeure une phase cruciale pour la planification de la politique de développement du gouvernement. L'appel qu'on lance aujourd'hui à la population et les mères de famille, et les pères de famille, les sous-secteurs, d'accepter le jour que nous allons lancer le 1er mars à venir, que de mobiliser toute ta famille pour attendre l'arrivée des agents recenseurs qui concernent la commune de Matoto. Financée à hauteur de 9 millions de dollars par le gouvernement et ses partenaires au développement, cette opération est une voie sûre pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. En plus des caractéristiques individuelles de la population ou des individus, on veut cerner les caractéristiques de l'habitat où habite chaque ménage de la Guinée. On veut savoir quels sont ceux qui sont dans les habitats décents, quels sont ceux qui sont sans abri. Vous voyez ce que ça fait? Donc ça permet de mesurer le cadre de vie. En effectuant ce recensement, le gouvernement actualise ses données statistiques en matière de population et d'habitation. Tout à l'heure, vous avez parlé de couvrir tout le territoire national au même moment. Absolument. À cela, il y a deux aspects que je vois. Il y a d'abord le déplacement, parce que les gens se déplacent beaucoup. Certains peuvent être absents de leur habitation. L'autre aspect, c'est le fait qu'il y a des étrangers. Si tous ceux-ci font partie, comment les recenseurs vont être recrutés? Il faut combien de recenseurs? Parce que la Guinée, c'est 245 000 km². Absolument. C'est pour ça que
Ce recensement, on commence par ce qu'on appelle la carte censitaire. D'accord. On a fait la carte censitaire, c'est une carte qui indique aujourd'hui l'ensemble des localités en Guinée, depuis le plus petit hameau jusqu'à la métropole Conakry. Donc on a cette carte qui a été faite par satellite. C'est à partir de ça qu'on a pu identifier les zones de dénombrement et fixer l'effectif des zones de recensement. Donc ça repose sur des calculs fiables sur cette cartographie. Et donc à côté de ça aussi, il y a toutes les infrastructures économiques qui sont dans ces localités-là. Bon, on a dû la reprendre parce qu'elle a été faite, je crois, en 2006. Mais figurez-vous, 2006 et 2014, Conakry n'était plus dans les limites actuelles. Donc c'est le Grand Conakry dont on parle maintenant. Donc on a dû reprendre encore la cartographie censitaire pour rapprocher plus la réalité des localités et du dénombrement. Donc c'est les chiffres qui reposent sur cette cartographie et qui sont fixés en fonction, bon, on dit une zone de dénombrement c'est 2000 personnes. Donc un agent doit pouvoir recenser 2000 ménages pendant les 21 jours. L'autre question c'est, puisque la Guinée n'est pas en vase clos, la Guinée évolue avec les autres nations, le système des Nations Unies a fixé à 10 ans. 10 ans d'intervalle. Et ça fait 18 ans qu'on n'a pas recensé en Guinée. Est-ce que vous pouvez expliquer ça aux téléspectateurs? Figurez-vous un peu que le premier c'était en 83, oui. Le second en 96, donc une déviation de 3 ans. Et le troisième, comme vous l'avez dit, 18 ans après le deuxième, on fait le troisième. Ça, c'était lié aux réalités du pays que nous connaissons tous. Je vous ai dit, de coup d'état en coup d'état, l'instabilité ou l'instabilité politique. Il était difficile de faire un recensement exhaustif et simultané dans un pays tel que nous le connaissions à l'époque. On a dû attendre donc qu'il y ait un peu de calme, de tranquillité, et pour que ça se fasse. Mais même aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que ce recensement n'est pas un recensement électoral. Il est purement statistique, scientifique, comme je l'ai dit, 3 caractéristiques d'un recensement scientifique: l'instantanéité, la simultanéité et l'exhaustivité. Donc il diffère en cela d'un recensement électoral qui prend les populations de 18 à 100 ans et même plus, alors que celui-ci de 0 à 100 ans et quelques. Donc c'est une grande différence entre ces deux types de recensement. Le recensement biométrique des fonctionnaires, l'État a un objectif en faisant cela, c'est de déceler tous les fictifs, tous les fonctionnaires qui ne sont plus là et dont on continue à prendre les salaires. Donc c'est pour les déceler, les fictifs, ceux qui sont partis, qui ne sont plus revenus, qu'on continue à payer encore dans ce salaire-là. Donc ça, chaque recensement a un objectif. Voilà, le recensement biométrique, c'est pour compte l'effectif exact de la fonction publique pour que la masse salariale reflète ceux qui travaillent. Il me semble que ce recensement est difficile parce qu'il faut recenser l'habitation, oui. Il faut recenser les populations. Oui. Qu'en est-il des recenseurs pour leur niveau? Est-ce qu'il faut des élèves, des étudiants, des fonctionnaires? Oui. Quelle est la catégorie de personnes qui est retenue parmi les 9000 recenseurs, à ce qu'il me semble? Ok. On a défini des critères pour garantir vraiment la bonne formation, la bonne qualité. On a mis des critères. Le premier critère, c'est d'avoir les résidences. Il faut être résident de la commune dans laquelle on recense. Là, c'est la population qu'on connaît et on a moins de difficultés à faire ce recensement-là. Mais l'agent recenseur commence d'abord par numéroter les bâtiments. Une fois qu'il les a numérotés, il passe maintenant de famille en famille et il fait le recensement. Donc c'est important que l'habitation elle-même soit identifiée. C'est la cause, c'est pourquoi on dit recensement de la population et de l'habitation. Deuxièmement, après les résidences, le niveau de formation. Parce que c'est des questionnaires qui sont conçus par les Nations Unies. C'est des questionnaires standards que tous les pays utilisent. On l'a juste paramétré pour l'adapter un peu aux réalités guinéennes. Il est paramétré, mais nous avons estimé qu'il faut avoir au moins un niveau bac pour pouvoir être formé à ce questionnaire-là. Et l'utiliser vraiment sans trop de risque d'erreur. J'ai parlé de l'âge, j'ai parlé de la résidence. Le troisième critère, c'est vraiment la disponibilité. Parce qu'il faut être disponible. C'est pour ça que c'est risqué de prendre une personne âgée. Elle peut commencer, mais on n'est jamais certain qu'il y a des cas de maladie ou de rupture qu'elle ne puisse pas. Il faut des tout jeunes qui sont frais. Il faut des tout jeunes qui sont dynamiques, qui ont une bonne formation. Qui peuvent travailler 12 heures au moins par jour. Et absolument. Ça, c'est fondamental. Donc on a beaucoup veillé à ça. C'est pour ça qu'on a limité la couche des jeunes, pas au-delà de 40 ans. Très souvent,
le cas de recensement ici, les problèmes de primes ou de per diem des recenseurs s'est posé. Ce cas-ci, est-ce qu'il y a des garde-fous, monsieur le ministre? C'est un gros problème. Hein? Vous savez, les gens étaient habitués aux normes de la CENI. La CENI, c'était 4, 5, 6 millions. Et moi, j'ai préféré annoncer aux jeunes en formation ce que l'État peut faire pour eux, ce que nos partenaires peuvent faire pour eux et ce que l'État aussi peut faire pour eux. Donc ce montant est si loin de chiffre de la CENI qu'ils étaient déçus. Mais du fait que j'ai dit, écoutez, vous êtes des patriotes, vous ne travaillez pas pour l'argent, c'est pour le pays. Et soyez patients, et aidez votre pays. Mais l'écart avec les chiffres de la CENI était quand même assez élevé. À titre d'illustration, quand l'Union européenne m'a dit qu'elle donnait 800 000 francs guinéens par agent recenseur pour les 3 semaines, vraiment, j'étais un peu... Quand je compare ça aux 4-5 millions de la CENI, j'ai dit vraiment, on risque d'avoir des difficultés pour avoir des jeunes qui veulent se concentrer à ça. Donc j'ai rencontré mes collègues du budget, à l'époque c'était le ministre Diaré, je lui ai expliqué mon schéma. J'ai dit, monsieur le ministre, donnez 1 200 000 à chaque agent recenseur. C'est-à-dire 200 000 quand il commence, qu'il puisse rafraîchir quand il a chaud de temps en temps. Et quand il finit, on lui donne 1 million comme salaire, parce que l'État a des difficultés. J'ai expliqué ça aux jeunes. Je crois qu'ils ont compris. Il y a quelques désistements, mais dès que quelqu'un désiste, on essaie de le remplacer. Donc les 13 000 qui sont en formation, hein, il faut le dire, 13 000 qui sont en formation, mais sur ces 13 000, on retiendra 8 777 qui seront vraiment les gens de recensement qui auront passé brillamment la formation et parmi lesquels on va choisir les chefs d'équipe. On a mis un écart de 200 000 francs entre l'agent recenseur et son chef d'équipe et ils seront contrôlés par ce qu'on appelle un contrôleur. Hein, et entre le contrôle et le chef d'équipe, on a mis 200 000 francs parce que le monde, il faut récompenser le mérite. Donc c'est un peu le schéma que nous avons. Certains étaient contents. C'est eux qui le font d'abord pour enrichir leur CV. Monsieur le ministre, là, l'argent n'est rien. Mais ça enrichit notre CV, on nous donne une ornature supplémentaire. Ça, c'est le côté des agents recenseurs. Ils vont aller sur le terrain, et ils vont aller travailler avec des populations. Quel est le message que vous avez pour les populations qui doivent recevoir les jeunes recenseurs pour faciliter ce travail qui, à la longue, permettra au gouvernement de se fixer les priorités pour le développement de la Guinée? Je crois que l'important, c'est que les populations comprennent que ce recensement, c'est pour eux. C'est pour que le gouvernement puisse apprécier l'ampleur des besoins réels qu'ils ont. J'aime souvent prendre le cas d'une société de GSM. Quand elle arrive, elle a besoin de connaître la localité où il y a un effectif de population important pour aller mettre son antenne parabolique, son antenne et essayer d'avoir une clientèle assez étendue. Aujourd'hui, ils ne le savent pas. Ils le font par tâtonnement, mais quand ils auront ces chiffres-là, ils sauront à peu près quelles sont vraiment les zones où il y a des populations importantes et où ils pourront développer leurs antennes paraboliques et développer leurs affaires. Donc tout le monde a intérêt à ce que ce recensement se fasse. À l'intérieur du pays, il y a des zones minières. Vous avez la zone de Banankoro, pour ceux qui viennent chercher le diamant, toute la zone du Bouré dans Sigiri ou d'Amandjana ou de Kouroussa pour l'or. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui est prévu ou bien ça se passe de la même manière à tous les endroits, monsieur le ministre? C'est de la même manière. Vous savez, celui qui est dans les mines, souvent il est permanemment là-bas. Hein. Généralement, c'est des populations qui viennent pour 1, 2, 3 mois, mais après il reste des années. Donc au moment où on fait le recensement, c'est la physionomie de la population au moment où on fait le recensement. Il peut y avoir des variations, ça peut arriver. Mais c'est d'avoir des chiffres vraiment fiables au moment où on fait le recensement. Il y a d'autres recensements qui peuvent indiquer comment cette population évolue, l'immigration, les déplacements. Il y a les enquêtes pour ça aussi. Est-ce que la Guinée fait cette opération toute seule ou bien avec des partenaires? Ah, là, ça coûte très cher. Oui. Vous savez, ça coûte très très cher. Parce que imaginez-vous que vous donniez même 1 million par un agent recenseur. Les 9 000, ça fait 9 milliards déjà, rien que pour les petites primes qu'on va leur donner. Le recensement, la cartographie par satellite, c'est pas moins de 3 millions de dollars. Tous les équipements. Parce qu'en principe, le recensement finit en 2015. On aura les chiffres réels en 2015. Donc cette opération en cours, c'est le dénombrement.
Après ça, il y a tout un traitement statistique, informatique, d'analyse, et pour essayer les erreurs qu'on est peut-être amené à faire. Tout cela fait qu'en principe, c'est en 2015, fin décembre 2015, qu'on peut avoir les chiffres effectifs de la population. Et ça va coïncider à la fin des OMD actuels. Les OMD finissent en 2015, donc on pourra vraiment apprécier les efforts que la Guinée a fait dans le domaine des objectifs de développement, c'est d'abord le chiffre réel. Parce que les indicateurs sociaux aussi ne sont pas appliqués à les chiffres réels, ils sont supposés pas très fiables. Monsieur le ministre, nous allons continuer tout à l'heure. Je vais pour le moment proposer aux téléspectateurs le reportage de la télévision nationale que nous avons effectué quand monsieur le ministre faisait un tour pour voir sur le terrain les agents recenseurs. « 13 000 personnes partout en Guinée sont concernées par cette formation d'agents recenseurs. Après 10 jours, environ 9 000 vont être retenus. À Matam, la séance de formation est officiellement lancée par le ministre du Plan. Le 3e recensement général de la population se tiendra du 1er au 21 mars 2014. Vous passerez de maison en maison pour recenser les familles. Ça porte sur tous ceux qui résident en Guinée. Même le Chinois qui est là, il faut le recenser. Le Français qui est là, il faut le recenser. Donc c'est toute la population résidente, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit étrangère, sans exception. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas un recensement électoral, c'est un recensement statistique, scientifique. Tout le monde en fera usage. Le dernier recensement de la population guinéenne remonte à 1996. En 2006, le pays aurait dû organiser un 3e recensement. Les résultats de ce dénombrement vont permettre de connaître le nombre des habitants de la Guinée, identifier les habitats et capitaliser les efforts entrepris dans le cadre des OMD. Ce sera un outil à la disposition du gouvernement et des partenaires au développement pour la planification des programmes d'investissement. Pour les agents recenseurs, des mesures d'accompagnement sont prises. Pendant votre formation, pour faciliter les déplacements, nous ferons l'effort de trouver pour chacun un petit montant de 350 000 francs guinéens. Quand vous allez commencer, il y aura 200 000 au départ pour l'agent recenseur, mais après le recensement, chacun aura 1 million de francs net qu'on va vous donner. Les jours à venir, le ministre du Plan va se rendre dans les autres communes de Conakry et les villes de l'intérieur pour s'assurer du bon déroulement de la formation des agents, un préalable indispensable à la réussite du recensement. Monsieur le ministre, je reviens avec vous sur ce plateau. Quel est l'apport des partenaires de la Guinée dans ce recensement? Les partenaires, c'est évolutif. Au début, ils étaient à 8 millions de dollars. Mais chaque fois que les contraintes se sont posées, parce que nous nous sommes aperçus que l'évaluation de ce budget n'était pas très fiable. Elle avait été faite sur la base de forfait. Et malheureusement, les chiffres n'étaient pas fiables. Aujourd'hui, par exemple, quand nous avons demandé au préfet d'envoyer les factures des dépenses qu'ils auront faites pour transporter le matériel du chef-lieu de la préfecture aux sous-préfectures, les factures qu'on a reçues globalement sont largement supérieures aux prévisions que les Nations Unies avaient faites. Donc ça, c'est des ordres d'estimation. Il faut qu'ils acceptent de nous aider, et s'ils ne peuvent pas le faire, finalement, il faut que nous, on prenne la différence en charge. Pour le moment, ils sont prêts à payer 80% des factures des préfets, pour dédommager un peu les préfets de ces charges-là, mais les 20%, il faut les trouver. L'État guinéen peut les trouver, monsieur le ministre. J'espère. Je ne suis pas le ministre des Finances, vous savez, je ne peux pas... Oui, mais c'est une équipe gouvernementale. Non, l'opération est tellement importante à mon avis, qu'il faut accepter les sacrifices pour que cette opération se passe bien. Qu'est-ce que la Guinée va gagner dans ce recensement, concrètement? D'abord, je pense que en matière de planification, il faut des chiffres fiables. Il faut des chiffres fiables. Et si on n'a pas de chiffres fiables, la planification devient difficile. Dans tous les secteurs économiques, on a besoin aujourd'hui de chiffres fiables. On parle de population, c'est pour mieux élaborer des plans de développement du secteur de l'éducation, de la santé et des besoins sociaux des populations auxquels le gouvernement doit satisfaire. Comment satisfaire les besoins sociaux des populations quand on ne connaît pas l'effectif, sa répartition, sa structure? Donc c'est extrêmement important pour les programmes que le gouvernement aura à bâtir en matière de développement économique et social.
Après ce recensement, on fera sur l'agriculture, qui sera le second recensement général. Aujourd'hui, le secteur agricole, si on veut aménager des plaines, si on veut bâtir un secteur agricole efficace, il faut avoir des informations sur vraiment des données sur la pédologie, sur le domaine agricole, sur la sylviculture. Il faut avoir vraiment un état des lieux de potentialité agricole de la Guinée. Ce recensement viendra. Ensuite, il sera peut-être couplé avec l'élevage. Parce qu'aujourd'hui, l'élevage est une source de richesse importante pour les paysans. Si on veut bâtir un programme de développement de l'élevage en Guinée, il est d'abord important de connaître quel est le potentiel. Un cheptel. Un cheptel. Hein? Oui. Aujourd'hui, on parle de Fouta, mais peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est même pas là. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines que la Guinée est plus importante en matière d'élevage que le Fouta à cause de prélèvements qui a eu lieu sur le Fouta par rapport à Conakry. Donc il faut faire cet inventaire-là et bâtir des programmes de développement de l'élevage par rapport à ça. Ce démembrement, il est une opération d'envergure nationale. L'adhésion des populations est vraiment nécessaire. Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique, M. le ministre, qui est mise en place pour que ça réussisse? Parce que c'est compliqué. Hein? C'est compliqué parce que le mot recensement a une connotation très politique. Oui. Et c'est une frayeur pour la population. On a tellement noirci ce recensement que les gens... Et c'est ça l'effort qu'on doit faire, pour que les populations comprennent que le recensement n'a rien d'électoral. Et que la préoccupation du gouvernement, c'est de connaître les chiffres de la population pour bâtir des bons programmes la concernant. Donc il faut aller sur le terrain, il faut expliquer sa population et on espère on souhaite que les leaders politiques aussi mettent un peu le grain de sel pour aider les populations. Donc j'ai même ce petit programme d'aller à l'Assemblée. J'ai été associé, les leaders politiques? Bon, vous savez, c'est purement technique et scientifique. Mais alors, il faut les associer. Peut-être, j'imagine qu'un message qu'un leader politique fait passer en direction de son électorat, pour les convaincre que ce que vous faites là, ce n'est pas parti, c'est uniquement pour que le gouvernement prenne en compte les préoccupations des populations. En termes réels. Et non que ce soit des estimations qui ne reposent sur rien. Aujourd'hui, même quand vous voulez l'esprit de moustiquaire imprégné dans une commune de Conakry, vous n'avez pas de chiffres. Donc, les partenaires peuvent envoyer des chiffres qui sont biaisés. Et là aussi, les populations tentent à gonfler aussi. Dès qu'on dit que c'est cadeau, ils ont tendance à gonfler l'effectif de la famille. Mais une fois qu'on aura les chiffres réels, personne ne peut plus gonfler au détriment d'autres. Les quantités de moustiquaires qu'on envoie. Donc, pour l'assistance même extérieure, les appuis à la Guinée, en matière de développement de la société, il faut que les chiffres soient vraiment fiables. Et quand les partenaires sont convaincus que nous avons de bons chiffres, ils donneront les moyens qu'il faut parce qu'ils sont convaincus qu'aujourd'hui, les chiffres de la Guinée sont fiables. C'est d'abord de notre intérêt de le faire. Dans ce recensement également, vous avez dit au courant de ce débat que ce sera tout le monde, les résidents même non guinéens. Absolument. Mais comment, à partir de ce recensement global, on puisse savoir la spécificité de la population exacte de la République de Guinée, puisqu'on a besoin de le savoir aussi? Les étrangers qui vivent en Guinée utilisent les mêmes infrastructures économiques et sociales que nous. Ils envoient leurs enfants dans les écoles, ils vont dans les hôpitaux. Donc, ils ont vraiment besoin qu'on prenne en compte leur nombre aussi. Si on veut bâtir des programmes vraiment fiables de développement économique. Donc l'étranger vivant en Guinée utilise les mêmes services sociaux que le Guinéen. Donc on ne peut pas bâtir un programme en les ignorant. Et puisqu'ils sont dans des habitations, une fois qu'on aura numéroté les bâtiments, on passera par les recensés, on saura qu'il y a des étrangers qui vivent en Guinée. Donc c'est ça l'exhaustivité du recensement, c'est toutes les populations résidentes en Guinée à la date du recensement. Est-ce qu'on peut avoir une idée des différentes étapes, les principales étapes par ordre de préséance? D'abord, comme je vous l'ai dit, il y a la cartographie censitaire qui a été faite déjà. Un recensement pilote qui est un test pour apprécier les zones de dénombrement. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas énorme? Est-ce que c'est raisonnable? On a fait ce recensement pilote déjà. Donc on passe maintenant à la phase de dénombrement qui comporte plusieurs phases. On a formé les coordinateurs nationaux. Ça, c'est des experts de haut niveau qui conseillent le gouvernement sur
les problèmes qui peuvent surgir et qu'est-ce qu'il faut faire pour les régler. Et qui s'impliquent également dans la sensibilisation. Ça, c'est les coordinateurs nationaux, et ils sont au nombre de 8. Et les coordinateurs régionaux, qui sont au nombre de 16, 2 par région, qui vont également au niveau de la région assurer la coordination des opérations, déceler toutes les difficultés, les problèmes qui se posent et suggérer au gouverneur et au préfet comment les surmonter. Bon, il y a ensuite les superviseurs qui ont été formés, toutes ces catégories sont déjà formées, les superviseurs sont formés et on a commencé, j'ai vraiment commencé à aller dans les salles de formation quand on a atteint les contrôleurs. Parce que contrôleurs et agents de recensement sont des pièces maîtresses de la fiabilité d'une épreuve de recensement. Après ça, il faut tester ce qui a été fait pour voir s'il y a des marges d'erreur. On peut se ramener à repasser par l'échantillonnage dans quelques zones de dénombrement pour voir quelle est la fiabilité des opérations. Parce qu'il faut tester ça aussi. Une fois que cela sera fait, on passe maintenant à la partie informatique. La codification, la saisie, qui prendra peut-être 6 mois. Donc, c'est une opération, il y a l'analyse des données de recensement pour voir vraiment est-ce que les chiffres qu'on a peuvent être acceptés, sont fiables. C'est ça, donc c'est tout un processus qui va, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est jusqu'en fin décembre 2015 que l'opération sera terminée. Est-ce que les recenseurs qui sont sur le terrain utilisent le même matériel que ceux qui ont recensé les électeurs? Ils n'ont que des questionnaires support papier. D'accord. Maintenant, les informaticiens, c'est après. Pour connaître, c'est les numéros que les gens vont avoir. Vous ne ferez pas si les Diallo, si les Traoré, ou si les Condé, vous ne saurez pas. C'est les numéros. C'est quand vous cliquez dessus que vous saurez quel est son nom. C'est-à-dire qu'il a son nom dans les documents, mais dans la globalité, c'est son numéro qui est connu. Voilà. C'est l'effectif. Quel est l'avantage de ce système? Bon, parce que l'important n'est pas ici de connaître si le noir ou blanc. L'essentiel, c'est de savoir qu'il réside en Guinée et qu'il a des besoins que l'État doit couvrir. D'accord. C'est ça, finalement. Une mise à l'épreuve du gouvernement, quoi, dans les actions. Non, pas une mise à l'épreuve. Le gouvernement a l'obligation de subvenir aux besoins de sa population. Mais c'est que maintenant, ça va reposer sur des bases solides, sur des chiffres fiables. Si on doit construire des hôpitaux quelque part, il faut qu'on sache au moins quelle est la population concernée pour dimensionner l'hôpital et tout ça. Donc ces chiffres sont d'une très grande importance. J'ai lu les slogans qui ont été élaborés par votre département pour motiver les populations. Quelque part, j'ai lu: si vous ne vous faites pas compter, vous ne compterez pas. Pour compter, faites-vous compter pour compter. Comment vous expliquez cette phrase? Les Nations Unies ont recruté des spécialistes en communication qui savent faire passer les messages. Souvent, c'est mes experts qui regardent ça, qui apprécient. Maintenant, ma préoccupation, c'est qu'on ne puisse pas confondre ça avec les listes électorales. Si c'est fait comme ça, il y aura de la manipulation, les partis vont s'impliquer, ça n'a rien à voir. Qu'on comprenne, et c'est pour ça, moi, mon souhait, c'est d'aller à l'Assemblée, parler avec ces leaders-là, qu'ils acceptent, qu'ils comprennent le sens de ce recensement et qu'ils interviennent pour dire quelques mots. Ça va rassurer la population que vraiment... C'est maintenant il faut le faire parce que le 1er mars n'est pas loin. Non, c'est maintenant il faut le faire. J'envisage ça, mais il faut qu'on contacte l'Assemblée pour arrêter tout ça. Est-ce qu'il y a un message spécifique aujourd'hui à l'endroit de tous ceux qui regardent cette émission, et chez les décideurs et chez les populations, monsieur le ministre? Bon, les décideurs ont moins de problèmes. Je crois que les décideurs comprennent l'intérêt de la population. J'ai dit que tous les critères que j'ai énoncés, l'incertainté, la simultanéité et l'exclusivité, reposent fondamentalement sur trois choses. L'adhésion des populations au recensement. Il faut qu'ils acceptent de se faire recenser. Deuxièmement, la qualité et la formation des agents recenseurs. Il faut qu'ils soient bien formés à l'outil. Et troisièmement, c'est les moyens financiers. L'argent, c'est de la guerre, les partenaires en font beaucoup, mais il faut que le gouvernement aussi montre ça et déterminé aussi à montrer. Une fois le ministre des Finances m'a appelé, il dit: M. Traoré, mais le président demande que je trouve ça pour le recensement. Donc ça m'a tellement fait plaisir, parce que l'autorité même a compris
l'intérêt de ce recensement-là. Que le ministre des Finances appelle quelqu'un, viens, je vais dépenser pour toi. Ça, c'est important. Ça montre que ça n'arrive pas toujours. Non, c'est pas. J'étais très surpris. Oui. Il m'a dit, c'est trop bien. Je suis venu, on a travaillé. Le président voulait qu'il achète des véhicules pour nous, pour le déplacement des agents. Donc, ça fait plaisir. Hein? Donc, je sais l'occasion vraiment pour le remercier infiniment. Et quand j'ai dit ça aux partenaires, ils étaient vraiment très enchantés. Ouais. Il dit, enfin, la Guinée comprend que le recensement, c'est ça, c'est pour elle. Donc, l'espoir est permis? L'espoir est permis. C'est pour ça que nous faisons tout pour que la date indiquée, vraiment, l'opération puisse commencer et se terminer dans le délai de 28 jours. Nous avons connu 3 années très très dures dans le premier mandat du président Alpha Condé. Oui. Aujourd'hui que l'Assemblée est en place, oui. Le pays décide de redémarrer. Oui. S'il y avait un message aujourd'hui pour tous les Guinéens, que diriez-vous, monsieur le ministre? C'est d'oublier l'année 2013. C'est l'année la plus noire sur le plan économique que moi j'ai connu dans ce pays-là. J'ai annoncé tantôt qu'au moment où je faisais l'annonce, que l'État perdait 1000 milliards de francs de recettes budgétaires à cause des troubles, des perturbations. Mais on a fini l'année avec 1457 milliards de pertes de recettes. Parce qu'après, ça a continué. C'est jusqu'au dernier moment qu'après les élections que les choses sont calmées. Donc, je crois que personne n'a intérêt aujourd'hui à ce que la Guinée soit déstabilisée. Le monde aujourd'hui, c'est un monde de compétition. L'investisseur vient dans un pays où il y a la tranquillité, où il y a la paix, où les règles sont applicables. Donc, et la justice et la paix sociale sont des conditions pour que l'investisseur vienne en Guinée et que nous puissions profiter des capitaux qu'ils vont envoyer. Donc, notre destin est dans notre main. Faisons la paix, l'Assemblée a été mise en place, discutons, c'est le centre de discussion de tous les problèmes. Ceux qui sont d'une Assemblée vraiment reflètent le consensus de la population, parce que ce sont les représentants du peuple qui sont là-bas, qui défendent les intérêts du peuple. Nous faisons leur confiance et laissons tous les débats à l'Assemblée, éviter les troubles de la rue et tous ces mouvements qui n'ont aucun sens finalement. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci, M. Condé, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci vraiment. Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous venez de suivre avec son Excellence, Monsieur le ministre en charge du plan, de quoi est fait ce recensement général, le 3e recensement général de la population et de l'habitation. À nous Guinéens de comprendre cette trilogie que Monsieur le ministre a définie dans cette émission, plan, population et développement. Acceptons donc de recevoir ces recenseurs, acceptons de nous faire recenser pour que l'État puisse décider de ce qu'il faut faire de la Guinée en fonction des zones d'habitation et des besoins des populations. Merci à Monsieur le ministre Sékou Traoré d'être venu dans cette émission. C'est le ministre du Plan, je vous le rappelle. Merci à vous, amis téléspectateurs, d'avoir répondu nombreux devant votre écran pour suivre l'émission Gouvernance qui vous dit à très bientôt sur la RTG. Bonsoir chez vous, que vous soyez à travers le monde.